chacun fera ce qu'il veut lorsqu'il sera dans son urne ou qu'il n'aille même pas d'ailleurs dans cette fameuse urne. Non, c'est pas l'urne, c'est l'isoloir en plus. Qu'est-ce que je raconte? Bonjour les esprits riches, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser au patrimoine des candidats à l'élection présidentielle. Alors évidemment, le but, c'est pas de vous recommander un candidat ou un autre, ça c'est vous qui ferez votre choix. Comme le disait Coluche, si ça marchait, il y a longtemps que ça serait interdit les élections. Et après tout, vous ferez bien ce que vous voulez. Mais je trouvais quand même intéressant de regarder le patrimoine de chacun des candidats parce que ça va d'une part traduire finalement leurs idées appliquées à leur propre vie personnelle et que ça va aussi montrer une des compétences qui est importante selon moi quand on veut gérer quelque chose, un pays ou autre, c'est finalement la capacité à développer du patrimoine, des revenus, une certaine indépendance. Et donc moi je vais regarder tout ça sous l'angle de la liberté financière. Donc on va y revenir, mais c'est bien le but de cette vidéo. Donc encore une fois, je ne vais pas vous recommander un candidat ou un autre, évidemment, loin de moi de cette idée. Parce que moi, si je devais en choisir un, je choisirais Poutou, simplement parce que je trouve que ce monde manque de douceur. Et vous ferez bien ce que vous voulez si vous allez dans l'isoloir ou d'ailleurs si vous n'y allez même pas. Alors c'est parti pour cette vidéo, on va regarder le patrimoine des candidats. Parce qu'en termes de patrimoine, on a vraiment un large panel très diversifié. Avec des candidats qui ont finalement pas beaucoup de patrimoine, à des candidats qui ont beaucoup de patrimoine et au milieu, des candidats qui ont un patrimoine qu'on pourrait qualifier d'assez étrange. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà un petit point sur qu'est-ce que c'est que la liberté financière? Je sais que c'est un terme un peu galvaudé, ça fait tout de suite un truc un peu marketing, pourtant c'est une réalité derrière qui recouvre quelque chose de très simple, c'est le fait d'avoir un patrimoine et des sources de revenus alternatives. Donc on se retrouve avec quoi de concret derrière, c'est-à-dire souvent de l'immobilier, des revenus locatifs, voire du financier avec des dividendes, voire des participations dans des sociétés privées, voire voilà. Donc on accumule comme ça des sources de revenus alternatives et passives. Moi, c'est ce que je fais depuis plus de 10 ans et c'est le message derrière mon blog Esprit Riche que j'ai créé en 2007. Et c'est ce que j'accompagne mes clients à faire, vous le savez certainement. C'est ma démarche aussi et je trouve que c'est au final une manière de se créer la liberté ultime, c'est-à-dire une liberté qui ne dépend pas d'une seule source de revenus qui est souvent le salariat. L'idée c'est de ne pas se recréer une rat race de l'immobilier, une rat race de je ne sais pas quoi, de l'entrepreneuriat ou autre, mais bien de pouvoir aussi retrouver le contrôle de sa vie, le contrôle de son temps, d'avoir par exemple une entreprise mais qu'elle soit à son service, etc., etc. Ça c'est ma vision des choses et évidemment chacun peut avoir des degrés d'adaptation à ses besoins et à ses envies. Mais c'est l'idée fondamentale d'avoir de la liberté financière pour pouvoir tout simplement prendre les décisions dans votre vie qui ne sont pas orientées uniquement pour des raisons financières, mais aussi parce que vous y voyez un intérêt, parce que ça vous plaît, parce que ça a du sens et parce que vous, tout simplement vous avez une envie sincère de le faire. Et fondamentalement, il y a un truc derrière la liberté financière, c'est qu'on développe un regard orienté vers la sélection de quelque chose qui a de la qualité et qui va être capable de maintenir sa qualité dans le temps. Donc un patrimoine immobilier, on va s'en occuper, on va le valoriser et généralement c'est acheté avec un emprunt bancaire. Donc plus le temps passe, plus les locataires remboursent le prêt à la banque, plus le bien prend en plus potentiellement de la valeur. Donc il y a cette perspective de dire ça va croître dans le temps. Pareil pour des revenus financiers. L'idée, c'est que les revenus financiers se développent dans le temps, voire qu'elles maintiennent juste leur valeur, ce qui, quand il y a une inflation à quasiment 10% et relève de l'exploit. Donc, il y a cette idée qu'on va développer, s'occuper d'un patrimoine. Et donc, c'est un peu la vision, si vous voulez, d'un jardinier. C'est-à-dire quelqu'un qui va développer par exemple un verger ou simplement un paysage et qui va s'en occuper minutieusement avec son petit ciseau, couper les feuilles, faire quelque chose de joli et le garder tel quel. Donc il y a cette attention aux choses, cette volonté de construire et d'entretenir qui je trouve est une qualité que l'on peut peut-être rechercher chez un président de la République. Alors pour faire cette analyse, je me suis évidemment basé sur les déclarations de patrimoine qu'ont fait les candidats à l'autorité compétente lorsqu'ils se présentent à l'élection. Et je ne vais pas alors analyser le patrimoine de chacun des candidats parce qu'il y en a certains qui se ressemblent, mais l'idée ça va être plus d'illustrer le regard
que je peux avoir sur certains de ces patrimoines-là, et après ce sera évidemment duplicable aux autres candidats qui ont des patrimoines similaires. Alors commençons par le candidat qui a le plus d'immobilier locatif. Il s'agit d'Éric Zemmour. Alors Éric Zemmour aurait 4 ou 5 appartements, donc évidemment dans le lot il y a probablement sa résidence principale. D'ailleurs à ce titre, les déclarations qui sont faites par les candidats, je trouve, manquent de clarté sur ce point et sur finalement les revenus qui sont tirés du patrimoine. Donc on sait juste qu'il a quelques appartements, qu'il a des prêts immobiliers en face qui apparemment ont une durée plutôt courte, qui serait plutôt de 10 ans, un seul serait sur 15 ans. Il a aussi mis en place, semble-t-il, du démembrement. Donc le démembrement, ça consiste à séparer l'usufruit de la nue propriété, donc à séparer en fait, la propriété des bénéfices du bien lui-même. Donc ça peut être le fait d'utiliser le logement ou d'en avoir les revenus locatifs. Donc apparemment, il a procédé au démembrement, ce qui est une technique qui est couramment utilisée pour préparer de la transmission et qui est d'ailleurs une très bonne technique d'ingénierie financière. Donc apparemment, il aurait aussi tous ces biens-là en nom propre. Donc le fait qu'il ait mis en place un démembrement, c'est plutôt une bonne décision, même si tout ça reste en nom propre. Donc d'un point de vue immobilier locatif, il a pris quelques décisions qui semblent être cohérentes avec une vision de liberté financière. La plupart de ces appartements sont, semble-t-il, à Paris. Et donc, voilà, il s'est constitué un patrimoine total d'un peu plus de 3 millions d'euros d'après sa déclaration, donc de l'immobilier, mais pas que. Il a également 2 contrats d'assurance vie pour un montant total de près de 450 000 euros, donc un qui est de 373 000 euros qui a été nanti pour garantir un prêt, et une assurance vie d'environ 71 000 euros. Il a peu de liquidité puisqu'il déclare avoir 12 500 euros sur un compte courant et puis 2 petits livrets. Voilà, et aucun placement financier. Il a aussi sa société qui facturait ses chroniques à la télé et il a des revenus variables autour de 180 000 euros net par an et des revenus en tant qu'écrivain avec des droits d'auteur entre 60 et 166 000 euros par an, et il était aussi rémunéré comme journaliste au Figaro pour environ 66 000 euros par an. Alors évidemment, sur sa société commerciale, ses revenus ne sont plus du tout d'actualité puisqu'il aurait arrêté ses activités au Figaro et à la télé, mais en contrepartie, il a eu des ventes de livres, je crois savoir, qui ont beaucoup augmenté suite à sa candidature. Donc c'est pas tout à fait la photo de l'état actuel. Bon, simplement ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il a un côté, il a sa boîte, donc il a un côté entrepreneurial où il gère ses droits divers et variés, ses interventions, etc. Et donc ça lui met un pied dans le monde de l'entrepreneuriat sans aucune discussion possible. Donc le concernant, il est clair que, et je parle d'un point de vue liberté financière seulement, il a un patrimoine qui est quand même plutôt bien pensé, plutôt bien organisé. Il y a du levier bancaire pour acquérir de l'immobilier, il a nanti des contrats financiers, donc il a fait des choses qui sont intéressantes et qui laissent penser qu'il est plutôt conseillé et puis qu'il a une vision, voilà, qu'il a développé une vision. Donc, et je crois savoir aussi que c'est quelqu'un qui est parti de très bas, voire de zéro. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait mis en place ce genre de choses venant d'où il vient. Donc il a fait ça de manière assez intelligente. Le seul truc qu'il n'a pas dans son patrimoine, c'est du placement financier pur et simple, donc de la bourse, des dividendes ou autre chose. Voilà, ça c'est clair. Alors il n'a pas aussi de crypto, mais ça je vous rassure, il n'y a aucun candidat qui possède de la crypto dans son patrimoine. Je vous donne le scoop dès maintenant. Et ça c'est vraiment dommage parce que c'est l'un des secteurs dans lequel il est le plus facile de faire fructifier son patrimoine et le plus facile d'avoir des revenus alternatifs. Alors évidemment, c'est un monde nouveau, c'est un monde où il y a des niveaux de risque qui sont plus supérieurs à ce qu'on peut trouver par ailleurs, mais c'est dommage et bon, ils ont peut-être pas le temps de s'en occuper en ce moment, on peut le comprendre. Passons maintenant à Valérie Pécresse. Alors, je vais vous en parler. Alors, je vais pas les faire dans l'ordre dont les journalistes souvent de l'extrême droite à je ne sais pas quoi. C'est simplement qu'elle a aussi un patrimoine qui est très particulier comparé aux autres candidats. Donc, elle a dans son patrimoine de l'immobilier, donc apparemment des terres en Corrèze avec une petite maison qui valent moins de 100 000 euros le tout, et une villa à La Bolle qui vaut 1,8 million d'euros. Donc apparemment ce seraient des résidences secondaires. Elle a fait l'acquisition en 2017 de sa résidence principale à Versailles qui vaut un peu moins de 1 million d'euros avec un prêt bancaire. Le couple Pécresse a une SARL de famille.
Le truc, c'est que dans les déclarations des candidats, apparemment, ils n'ont pas à déclarer ce qui est détenu dans une SRL de famille, contrairement à ce qui est détenu dans une SCI. Donc dans cette SRL de famille, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais malgré tout, on y apprend que cette SRL est propriétaire d'une deuxième villa à La Bolle, achetée en 2014, qui est exploitée sur Airbnb. Apparemment, sur Gala, ils auraient communiqué que la maison était divisée en 4 logements et que c'était exploité entre 85 et 100 euros la nuit. Et depuis que ça a été fuité dans la presse, eh bien apparemment la villa aurait été retirée du site Airbnb. Donc apparemment, ils n'auraient plus de revenus locatifs et ils ont un patrimoine immobilier voilà, entre 4 et 5 millions d'euros. Alors les candidats sont aussi tenus de déclarer le patrimoine du couple. Donc on apprend que le mari a contrat d'assurance vie, fonds d'épargne retraite et plan d'épargne entreprise pour une valeur de plus de 2 millions d'euros. Valérie Pécresse a aussi un petit contrat d'assurance vie, ils ont un petit peu de liquidité, etc. Et on apprend que comme monsieur travaille chez General Electric, il a un certain nombre d'actions de General Electric. Donc l'ensemble du patrimoine de Valérie Pécresse dans sa déclaration est estimé à 9 millions d'euros, donc ce qui proviennent en grande partie de l'immobilier qu'ils détiennent et en grande partie des actions du mari de General Electric, puisqu'il occupe une assez haute fonction dans la société. Valérie Pécresse touche un revenu finalement assez modeste au regard de ses mandats politiques. Elle a touché très peu de droits d'auteur. Donc voilà, la situation patrimoniale est ce qu'elle est. Donc elle est aussi intéressante. Donc on voit que finalement, question liberté financière, c'est un petit peu intermédiaire dans le sens où ils n'ont pas de revenus locatifs, il n'y a pas de revenus financiers, de placement financier, autre qu'au travers des actions de la société où travaille le mari. Donc c'est une situation finalement un peu intermédiaire, ce qui ne les a évidemment pas du tout empêchés de développer un patrimoine assez conséquent, mais ça questionne vraiment sur les optimisations qui pourraient être faites de ce patrimoine pour en tirer des revenus, en tout cas pour être plus libre financièrement. Passons maintenant à un autre patrimoine, celui de Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule candidate qui possède une SCI. C'est vrai que c'est un outil qui est couramment utilisé quand on investit dans l'immobilier. Et comme vous l'avez vu, finalement, les deux seuls qui ont l'immobilier locatif, c'est les deux que nous avons vus précédemment. Donc ils n'ont pas utilisé de SCI pour faire ça. Marine Le Pen a une SCI et c'est la seule. Donc là, elle avait une ancienne SCI mais qui est en cours de dissolution, donc je ne vais pas en parler. L'autre SCI, c'est une SCI familiale de la famille qui est détenue à 75% par Jean-Marie Le Pen et qui possède le manoir familial qui est à Saint-Cloud. Elle a en nom propre, elle est propriétaire d'une partie de la maison familiale à la Trinité-sur-Mer et d'une autre demeure familiale à Rueil-Malmaison. Ce qu'il faut voir, c'est que tout ce patrimoine familial, finalement, ce n'est que de la donation qu'elle a reçue. Ce n'est pas le fruit d'un investissement locatif de sa part ou d'une démarche, on va dire, particulière d'investissement. La valeur totale de ce patrimoine, c'est 1,3 million d'euros pour les parts qui lui reviennent. Pour le reste, il n'y a rien de trop notable dans son patrimoine parce qu'elle a une petite assurance vie avec 41 000 euros, elle a 54 000 euros sur des comptes courants, pas de titre financier, pas d'entreprise. Ses revenus proviennent de ses fonctions politiques, président de parti, député, conseiller départemental. Voilà, quand on cumule tout ça, on est à plus de 120 000 euros par an. Mais voilà, il n'y a rien de très notable, de très orienté liberté financière dans tout cela. Elle a divers prêts qui sont liés à ses activités. Mais voilà, il y a rien de trop finalement exceptionnel dans son patrimoine. Donc vous voyez que jusque-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a autant Zemmour, c'est le côté finalement, c'est peut-être le plus orienté liberté financière. On a Pécresse qui est plus le profil du cadre qui s'est enrichi grâce à la hiérarchie qu'il a pu escalader. Et on a Marine Le Pen qui est plus une sorte d'héritière dans son profil. Et je parle évidemment pour chacun de ces candidats, encore une fois, que du patrimoine et de ce que je peux en lire et en savoir. Autre candidat qui a un patrimoine assez particulier, Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a aucun placement financier, aucun contrat d'assurance vie, rien du tout. Il a son fameux appartement à Paris ainsi qu'une maison à la campagne. Son appartement à Paris, dans le 10e arrondissement, a une valeur d'1,2 million d'euros. Sa maison à la campagne dans le Loiret qu'il a acheté il y a plus de 25 ans vaut 170
000 euros. Il a financé sa résidence principale avec un prêt de 250 000 euros pour un bien qui valait 800 000 euros. Il a fait des travaux. Il avait vendu un appartement avant qui aurait servi à financer le nouvel appartement. Il a très peu de liquidité, donc 5 000 euros sur un compte courant, et il a de l'épargne à hauteur de 90 000 euros sur différents livrets. Et ses revenus, c'est juste sa rémunération de député qui est de 70 000 euros par an. Donc ce qui est intéressant dans le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon, c'est que finalement c'est un autre profil caractéristique, c'est-à-dire c'est vraiment la personne qui a juste sa résidence principale et rien d'autre. Voilà, donc c'est intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis ces profils-là dans cet ordre-là, c'est que c'est vraiment des profils typiques de personnes qu'on retrouve finalement dans la population française, entre l'entrepreneur, le salarié qui a une autre fonction, ceux qui sont plutôt dans héritiers qui vont recevoir pas mal de leur famille, et puis celui qui va juste se contenter d'acheter sa résidence principale, même si c'est une résidence qui a une certaine valeur à Paris. Autre candidat avec un profil aussi atypique, Jean Lassalle. Et je parle pas de son nez, je parle simplement de son patrimoine, puisque avec Valérie Pécresse, c'est le seul candidat qui possède des terres agricoles. Alors évidemment, vu son positionnement, ça ne m'étonne pas et c'est même cohérent, donc c'est plutôt une bonne chose. Il a aussi un petit peu d'immobilier avec quelques maisons, donc certaines qu'il aurait acquises, une qu'il aurait hérité, et qui serait son patrimoine immobilier serait estimé à 800 000 euros. Alors il a un compte titre mais qui apparemment est vide puisqu'il a déclaré qu'il y avait 58 euros dessus. Il aurait 13 500 € sur ses comptes courants et un petit peu d'épargne sur un livret A à hauteur de 19 000 euros. Côté revenu, il vit avec 93 000 euros annuels qu'il touche en tant que député des Pyrénées-Atlantiques. Donc ce qui est intéressant dans son patrimoine, c'est que c'est finalement un profil intermédiaire, dans le sens où il a de bons revenus, mais qu'en parallèle, il développe un petit patrimoine immobilier lié à la terre. Voilà, c'est finalement peut-être le plus représentatif de ce que font la plupart des gens en France, en ayant des revenus et en développant un petit peu de patrimoine immobilier, un petit peu d'épargne de côté. Ce qui est dommage dans son patrimoine, ce qu'il faudrait peut-être rectifier, c'est de le rééquilibrer avec peut-être plus de placements ou des revenus financiers différents. Il est intéressant de noter que pour tous ces candidats, ils ont quand même des revenus qui sont conséquents, en tout cas pour ceux que je viens d'évoquer, et ils pourraient facilement lever de la dette pour faire un petit peu d'investissement immobilier ou de lever de la dette pour faire du placement, voilà. Et donc c'est un petit peu dommage, et il y aurait beaucoup à dire pour rééquilibrer chacun de ces patrimoines en compensant finalement les zones les plus faibles. Évidemment, tout ça dépendrait de leurs objectifs personnels, mais voilà, on va y revenir dans la conclusion, mais il y a des choses quand même que j'aurais bien envie de rectifier dans chacun de ces patrimoines-là. Alors maintenant, on va passer à trois candidats qui ont aussi un profil similaire. Donc on va parler de Nathalie Arthaud, de Poutou et de Jadot. Alors, ils ont une particularité, ces trois candidats-là, c'est qu'ils sont plutôt du même côté de l'échiquier politique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se voit finalement dans leur patrimoine, puisqu'ils ont des points communs. Alors Nathalie Arthaud est propriétaire de la moitié de sa résidence principale, et la part qu'elle possède s'élève apparemment à 177 600 €. Elle a un petit peu d'épargne sur un compte courant et sur un livret. Elle a entre 20 et 30 000 euros par an en tant que professeur agrégé. Et c'est vraiment représentatif là aussi finalement d'une bonne partie de la population, avec une personne qui a sa résidence principale, qui a un petit peu d'épargne et qui a son emploi. De l'autre côté, on va trouver Philippe Poutou qui lui n'a ni immobilier, ni bourse, ni prêt. Il était ouvrier chez Ford jusqu'en septembre dernier. Évidemment, il a perçu des indemnités de licenciement, donc c'est pas forcément représentatif parce que c'est pas récurrent. Et il a un petit peu d'épargne sur des livrets et des comptes. Mais voilà, il n'a pas du tout développé de patrimoine. Yannick Jadot, lui, c'est aussi intéressant. En fait, il a investi dans une société qui s'appelle SCA Énergie Partagée Investissement, qui collecte l'épargne citoyenne et investit dans des projets d'énergie renouvelable. Il a investi 3 000 €. C'est dérisoire au regard de son patrimoine qui est de 67 000 € pour une assurance vie, et il a 325 000 € sur des comptes et livrets. Il a des revenus alternatifs parce qu'il a des droits d'auteur, donc il aurait reçu 1 500 € en 2017, et ses revenus s'élèvent à près de 110 000 € annuels bruts en tant que député européen. Alors évidemment, concernant son patrimoine, il y a vraiment une grosse question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a autant de cash
Alors c'est peut-être une situation transitoire parce qu'on n'a pas l'historique de son patrimoine, mais évidemment, dans son cas, avec 100 000 euros de revenus bruts annuels, l'évidence c'est endette, achète de l'immobilier locatif, fait un peu de levier et l'épargne peut-être va être investie dans des projets immobiliers ou simplement on met tout sur la crypto, prend un peu de bitcoin, je sais pas, fait quelque chose pour faire travailler l'économie de la crypto, l'économie réelle, peu importe. Mais c'est un petit peu dommage d'avoir autant de liquidités qui dorment. Encore une fois, je connais pas ses projets et ses objectifs, mais là aussi, clairement, il y a des choses à optimiser. Mais c'est la limite de l'exercice, c'est que ça se base sur une photo à un instant T d'un patrimoine. Alors parlons maintenant du patrimoine d'Emmanuel Macron. Évidemment, je ne pouvais pas faire l'impasse sur le patrimoine du président lui-même. Alors il y a aussi des choses qui sont intéressantes dans son patrimoine. La première chose, c'est que comme il est à nouveau candidat, on peut comparer sa déclaration précédente avec sa nouvelle déclaration. En 2016, il avait revendu un appartement acheté 950 000 euros en 2007. Et revendu 980 000 euros. Donc il a à peine revendu 30 000 euros de plus en 10 ans, ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que l'immobilier parisien a progressé bien plus que cela. Mais admettons, le président se focalise en immobilier sur la prise en charge des travaux de sa maison de famille qui appartient à son épouse par un prêt de 350 000 euros sur 15 ans. Encore tout ça, tout ce que je dis, c'est dans sa déclaration, je n'invente rien. Concernant le reste de son patrimoine, alors là, on a fait un petit tableau comparatif. En 2017, il avait des fonds en tant que qu'ancien salarié de Rothschild, donc 61 000 euros, qui valent 24 000 euros en 2022, deux comptes titres avec 6 500 euros qui est aujourd'hui 4 000 euros, un PEA qui n'a pas bougé qui est à 4 500 euros, le PEA son épouse qui a pas beaucoup bougé ou non plus qui est aux alentours de 50 000 euros, une assurance vie pareil qui n'a pas trop bougé qui est aux alentours de 100 000 euros, divers comptes et livrets qui lui est passé de 62 000 euros en 2017 à 148 000 euros en 2022. Divers comptes épargne de son épouse qui est passé de 59 000 à 150 000 euros. Un compte courant qui était à moins 4 590 et qui est en 2022 à 168 812 euros. Des droits d'auteur 274 000 euros en 2017 et seulement 1195 euros en 2022. Donc sa rémunération en tant que président, c'est 200 000 euros par an. D'ailleurs, dans une réponse à la presse, il indiquait que avant le prélèvement à la source, il avait environ 13 500 euros par mois et après ça tombe à 8 500 euros par mois. Donc ça fait à peu près 100 000 euros par an après prélèvement à la source. Donc on est bête et méchant en mathématiques. S'il a 100 000 euros net par an de sa fonction présidentielle sur 5 ans, ça fait 500 000 euros, quoi. Alors là, encore une fois, le patrimoine de Macron est un petit peu plus compliqué que les autres puisqu'il a plus de lignes, etc. Et comme dans la déclaration qui est faite, on a juste le patrimoine, on n'a pas forcément les revenus locatifs et donc il manque beaucoup d'informations pour comprendre la dynamique de ce qui s'est passé. Mais on va quand même essayer, grâce à la presse, c'est pas évidemment moi avec mes petites mains qui vais aller chercher ces informations-là, mais dans la presse, il y a plusieurs journaux qui ont fait des suppositions que je vais vous lister. Déjà, c'est que en nom propre, l'actuel président posséderait un patrimoine d'environ 463 000 euros. Ce qui est un petit peu surprenant, c'est qu'au regard, ne serait-ce que de sa simple rémunération en tant que président de la République, de sa fonction quand il était banquier d'affaires avant, donc de sa rémunération qu'il avait à l'époque, qui n'est pas finalement accumulé un patrimoine plus important. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas de biens immobiliers. C'est un petit peu finalement un déséquilibre dans un patrimoine puisque de manière traditionnelle et surtout quand on prend un angle liberté financière, le fait d'avoir de l'immobilier, c'est une manière de se garantir une partie de son patrimoine, de le sécuriser, voire même d'en tirer des revenus locatifs. Donc voilà, il fait partie de ces quelques candidats qui ne sont jamais passés devant un notaire pour signer l'acquisition d'un bien. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que c'est au travers des expériences que l'on vit quand on va créer une boîte, quand on doit remplir une comptabilité, quand on doit signer chez un notaire, que aussi on apprécie un petit peu ce qui peut être amélioré, ce qui peut être changé dans la vie des Français, des investisseurs, etc. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors sur sa vie d'avant, il y a le JDD qui avait publié le fait qu'entre 2010 et 2013, il a perçu plus de 1 million d'euros de salaire et qu'il a en plus perçu
comme commerçant 1,4 million de bénéfices industriels et commerciaux et qu'il avait déclaré 560 000 euros de revenus de capitaux mobiliers, donc des dividendes. Évidemment, sur cette somme, il a payé la moitié en impôts parce que nous sommes en France et il a aussi effectué des travaux dans une maison, ce qu'il a déclaré. Et puis globalement, ce qu'il a déclaré ou ce qu'a reconnu un proche d'après le journal, c'est qu'il vivait grand train. Donc comprenez, il a tendance à dépenser son argent. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça, de chacun de ces patrimoines et quelle vision on peut en avoir, encore une fois, sous l'angle liberté financière seulement, je ne parle pas de leurs idées politiques, leurs propositions, etc., etc. Déjà, la première chose intéressante, c'est finalement que le seul candidat qui ne vient pas de la politique et pas un politicien professionnel de longue date, c'est Zemmour, et c'est le seul qui a développé un patrimoine par lui-même, si je puis dire. Donc qui a entrepris d'acheter des appartements avec un prêt immobilier, etc., etc., de démembrer, de faire des choses pour avoir un patrimoine à son service, au service de sa famille. Pour les autres, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont évidemment diverses et variées, puisque par exemple Philippe Poutou était salarié pendant très longtemps en parallèle de ses interventions en politique, mais à part ces quelques exceptions-là, la plupart sont des professionnels de la politique, c'est-à-dire qu'en gros c'est leur métier. C'est un métier, même si il y a de l'incertitude, contrairement à d'autres pays dans le monde, où une fois qu'ils ont mis le pied dedans, finalement, ils peuvent rester dans ce métier à diverses fonctions, rebondir pendant toute leur carrière et toute leur vie, sans finalement se dire qu'ils doivent absolument rebondir, contrairement par exemple à des pays où lorsque un candidat n'est pas élu lors d'une élection, derrière, souvent son seul recours, c'est une reconversion professionnelle dans le privé. Là, c'est pas le cas, donc ce qui explique probablement la plupart des patrimoines que l'on a vus, qui ne sont pas conçus pour leur procurer de la sécurité et des revenus complémentaires, puisque cette sécurité, ils l'ont de par la fonction. Et je dois ajouter qu'en plus, la plupart de ces politiciens professionnels vont avoir des retraites relativement confortables. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, finalement, la manière dont ils ont organisé leur patrimoine est logique avec leur fonction. Par exemple, selon Florian Bachelier, qui est le premier questeur à l'Assemblée nationale, il estime que la retraite de Jean-Luc Mélenchon devrait s'élever à 8 500 euros par mois quand on cumule ces différents mandats fonctions que je vous afficherai ici. Alors évidemment, il y a aussi un angle qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour la plupart de ces candidats, je pense qu'ils essaient, ou alors ils ont, mais d'avoir un patrimoine qui soit aussi cohérent avec leur positionnement sur l'échiquier politique et avec leurs électeurs. Il serait par exemple malvenu si par exemple Yannick Jadot avait des actions de Total Énergie par exemple, ou s'il avait investi dans l'immobilier locatif. Ça serait probablement pas apprécié par son électorat. Donc c'est aussi peut-être pour ça, mais c'est aussi peut-être parce qu'ils sont cohérents avec leur vision du monde et de la politique, que chacun a un patrimoine qui est orienté finalement en fonction de sa famille politique. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que on a globalement des candidats qui sont plutôt à gauche, qui ont peu de patrimoine et qui ont peu ou pas d'investissement, alors que les candidats qui sont plutôt dits à droite ont tendance à avoir soit des revenus plus élevés, soit du patrimoine immobilier, soit des investissements financiers, et parfois un peu de tout ça. Donc ça aussi, c'est assez révélateur finalement, et ça tombe un petit peu sous le sens. Le dernier truc qui est vraiment qui est notable, c'est le cas d'Emmanuel Macron, qui est quand même assez particulier. Parce que ce qu'on peut simplement en dire, et voilà, là j'ai pas plus d'informations, mais c'est juste que il a des revenus qui sont quand même conséquents et un patrimoine qui n'est pas forcément aligné à la hauteur de ses revenus. Donc la seule supposition qu'on peut faire, c'est que son argent il le dépense d'une certaine manière. Voilà, et je peux rien dire de plus. Et j'ai pas d'idée d'ailleurs même de ce qui aurait pu se passer. Mais c'est intéressant aussi de noter ça, puisque ça dénote finalement aussi peut-être de son fonctionnement et qui est peut-être moins orienté vers l'épargne. Alors c'est aussi il est quand même plutôt jeune par rapport à la plupart des autres candidats, donc il est peut-être plus dans une posture de profiter de sa vie de certaine manière. Alors après, je ne sais pas si en tant que président de la République on profite vraiment de sa vie, mais voilà, il est peut-être plus dans une posture comme ça, ce qui peut expliquer peut-être son niveau de dépense. En tout cas, il a probablement un niveau de dépense assez élevé
à titre privé pour déclarer un patrimoine comme celui-ci avec les revenus qu'il a eu. Tout ça, il était intéressant, je pense, de remettre en perspective avec l'œil de la liberté financière. L'intérêt, c'est que les candidats doivent déclarer leur patrimoine, mais comme je vous disais dans cette vidéo, la limite de l'exercice, c'est qu'on n'a pas les revenus alternatifs, on n'a pas ce que détient par exemple les SARL de famille, donc il manque beaucoup de briques pour pouvoir porter un regard plus précis que cela. Mais vous voyez bien que pour chacun des candidats, il y aurait des améliorations à faire. En tout cas, si vous développez votre liberté financière, si vous essayez d'avoir plus de temps ou simplement d'avoir juste du patrimoine ou de la sécurité, vous voyez bien les actions que vous pourriez mener si vous aviez, je sais pas, comme certains, 70 ou 100 000 euros de revenus par an. Ça permettrait de développer d'autres actions. Alors pour conclure, vous avez vu que dans les candidats à l'élection présidentielle, il y a des patrimoines très différents, très variés, entre ceux qui ont une société, ceux qui ont de l'immobilier locatif, ceux qui ont des livrets avec de l'argent sur des livrets et ceux qui n'ont pas grand-chose. Et c'est finalement ça le plus intéressant dans cette élection. Et encore une fois, sans parler des idées des personnes, je trouve que c'est quand même intéressant de savoir quel est le profil et d'où vient la personne qui souhaite diriger le pays, tout simplement. Voilà, après c'est à vous de décider si vous préférez que ce soit quelqu'un qui a peu ou pas d'épargne, ou quelqu'un qui a un peu d'immobilier, quelqu'un qui a une boîte, quelqu'un qui a fait des choses, quelqu'un qui a hérité de certaines choses. Voilà, ça c'est à vous de voir tout ça, au-delà des idées politiques encore une fois. Portez-vous bien, réfléchissez à tout ça, dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!